Dans la soirée du dimanche 1er décembre 2024, le patron le plus emblématique de l'industrie automobile, considéré par beaucoup comme un visionnaire, annonce subitement sa démission. L'annonce choc fait le tour du monde et surprend le public. Un mois auparavant, le conseil d'administration de son groupe disait accorder sa confiance aux dirigeants franco-portugais. Et il y a de quoi. Carlos Tavares, surnommé le psychopathe de la performance, a enchaîné les masterclass dans l'automobile. Après avoir brillé chez Renault, en ressuscitant des modèles devenus emblématiques, et sauvé PSA de la faillite, il a mené une fusion historique, aboutissant à la naissance de Stellantis, le deuxième plus grand constructeur automobile européen. Bonjour à tous, c'est Dylan et pour Actionnaire, je vais vous raconter la folle histoire de Carlos Tavares. Alors, avant de commencer, vous le savez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et abonnez-vous pour ne pas manquer la longue série sur les histoires passionnantes du monde du business qui arrive prochainement. Et j'en profite également pour remercier Vancelian pour leur soutien sur cette édition et j'y reviendrai tout à l'heure. Bref, revenons-en à Carlos Tavares. Carlos Antunes Tavares naît le 14 août 1958 à Lisbonne au Portugal. Il a une enfance plutôt confortable, son père est expert comptable et sa mère professeure de français. Elle le fait d'ailleurs étudier au lycée français et ça ne vous étonnera pas, il est brillant. Alors son rêve à cette époque, comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, c'est de devenir pilote automobile. Et d'ailleurs, il travaille pour un circuit automobile en parallèle de ses études et va même participer à quelques courses de rallye. Mais selon ses propres mots, par manque de talent et d'argent, il entame une autre voie, celle de l'ingénierie. À 17 ans, il quitte son pays natal pour rejoindre Toulouse et intégrer une prépa scientifique. Ça se passe super bien puisqu'à la sortie, il intègre carrément la prestigieuse école centrale de Paris. Mais son rêve automobile ne le quitte pas pour autant. Il va donc rejoindre à la sortie de Centrale en 81 Renault en tant qu'ingénieur d'essai. Alors concrètement, il doit faire des tests sur la R19 et la Clio 2 pour vérifier leur performance, leur fiabilité et la sécurité. Et pas à pas, il gravit les échelons et c'est en 98 qu'il devient directeur du programme de la Mégane 2. En seulement 3 ans, il va faire de ce modèle un produit phare du groupe et c'est un gros coup qui sera très remarqué par ses dirigeants. En 2004, 23 ans après son arrivée dans le groupe, son patron, Carlos Ghosn, le désigne pour l'aider à opérer le rapprochement avec Nissan. Un an plus tard, Tavares rejoint Nissan et entre même au conseil d'administration du constructeur japonais. À partir de là, tout s'enchaîne. Après la direction de la zone Amérique en 2009, il devient en 2011 numéro 2 du groupe derrière un certain Carlos Ghosn, toujours là. Mais le rêve de Tavares, c'est de briller. Et chez un constructeur automobile, c'est pas compliqué, il faut lancer des modèles iconiques. Sauf que Tavares ne s'en contente pas et ressuscite un modèle qui était alors oublié et que vous connaissez tous aujourd'hui, la Renault Alpine. Son idée s'associe à Caterham, un constructeur spécialisé pour produire une voiture sportive emblématique et remettre au goût du jour l'Alpine. Le succès ne se fait pas attendre et aujourd'hui, Alpine est une marque emblématique de Renault. Jusque-là, Carlos se contente de ce rôle de l'ombre derrière Carlos Ghosn. Mais rapidement, il comprend que son patron, champion du cache-cache, ne compte pas raccrocher les crampons. Le mandat de Carlos Ghosn arrive à échéance en mai 2014, mais le franco-libanais fait comprendre qu'il souhaite rester dans le navire. Et ça, forcément, ça ne convient pas à Tavares, qui ne veut pas être l'éternel numéro 2. Et donc le jour de ses 55 ans, le 14 août 2013, c'est un coup de tonnerre. Dans une interview à Bloomberg, Tavares montre son ambition. À un moment donné, vous avez assez d'énergie et d'appétit pour devenir numéro 1. Et surtout, il fait un appel du pied aux constructeurs du monde entier intéressés par son profil. Il va dire « Mon expérience serait bonne pour n'importe quel constructeur ». Le message est clair. Évidemment, il sait que ses jours chez Renault sont comptés. 2 semaines plus tard, il démissionne, gentiment poussé vers la sortie par Carlos Ghosn. Carlos Tavares cherche donc une nouvelle maison et c'est vers un autre groupe français qu'il va se pencher. Alors là, pour vous situer, on est début 2014. Carlos Tavares rejoint le français PSA, Peugeot Citroën, en tant que président du directoire. Le groupe, alors deuxième constructeur automobile européen, compte 3 marques, donc Peugeot, Citroën et DS Automobile.
La situation y est explosive, pour ne pas dire dramatique. Selon un ex-délégué syndical chez PSA, l'entreprise perd 7 millions d'euros par jour et la faillite pointe forcément le bout de son nez. Et c'est là que Carlos intervient. Il lance le plan Back in the Race. Sur le papier, le plan contient plusieurs volets. D'abord, un repositionnement des 3 marques, avec notamment une évolution de DS en une marque premium et indépendante. Ensuite, une expansion internationale qui sera accélérée, notamment en Chine, et puis surtout un redressement financier drastique, avec des réductions de coûts et du nombre de modèles. Mais dans les coulisses, derrière ce plan, Carlos Tavares revoit la culture d'entreprise, ce qui est plutôt fort quand on arrive dans un groupe aussi important et aussi établi, et il va même imposer avec brutalité un changement de rythme, et surtout il va imposer une culture de la performance, ce qui va clairement bousculer ses équipes. Sauf que les résultats sont là. Moins d'1 an après son arrivée, les objectifs fixés sont dépassés et la situation financière de PSA est assainie. La famille Peugeot n'en revient pas d'ailleurs. Robert Peugeot, administrateur du groupe, déclare « La rapidité avec laquelle il a redressé les comptes, on ne pensait pas ça possible ». Une héritière Peugeot, Marie-Hélène, dira de Tavares qu'il est un patron hors norme, un dirigeant exceptionnel. Mais quelle est la marque de fabrique de celui qui s'autoproclame le psychopathe de la performance? D'abord, une grande agressivité. Carlos est jugé froid, dur, même autoritaire. Pas de soirée mondaine, pas de show-off. Carlos Tavares cultive l'esprit de compétition et l'extra mile en fait dans ses équipes à qui il déclare « Je suis un chef, pas un copain ». Et en fait, il règne en maître vis-à-vis de ses cadres avec lesquels il est même en contact par message 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors pour autant, Carlos dit être plutôt attentif à ses équipes. Selon lui, fini les one-man shows de dirigeants, l'écoute reste une qualité essentielle d'un PDG. Et d'ailleurs, il cherche toujours à obtenir l'adhésion de ses équipes. Quand les employés n'adhèrent pas à sa vision, il n'est pas fou, il sait que son plan ne pourra pas fonctionner. Et vous l'aurez compris, Carlos sait qu'il ne peut pas faire cavalier seul. Il demanderait même à sa chef de cabinet, à chaque réunion ou déplacement important, de récupérer anonymement tous les avis négatifs sur ses interventions. Tavares, en fait, veut constamment s'améliorer tel un grand champion, et d'ailleurs, son emploi du temps est celui d'un sportif de haut niveau, selon un ami cité par le Nouvel Obs. Il se réveille chaque jour à 5 heures pour faire de la musculation, il va à 8 heures au siège de PSA, il en repart à 18 heures, il dîne avec son épouse à 19 heures, et ne vient même jamais au bureau les week-ends. Alors, vu comme ça peut paraître léger pour un PDG. Oui, c'est vrai. Mais après, selon un proche, avec lui, tout est intense. Chaque moment compte. Il gère chaque minute. Il est dans l'optimisation permanente du temps. Et ses journées seraient d'une intensité assez extrême. Il déteste perdre du temps. Il évite ce qu'il appelle le corporate blabla. En clair, vous ne verrez pas Tavares à la machine à café le lundi matin pour raconter son week-end. Alors, pour l'anecdote, Tavares a pu déclarer dans une interview que même en famille, quand ses enfants partent dans tous les sens à table, il leur rappelle to the point, d'aller à l'essentiel, ce qui est plutôt dur. Et ce dirigeant de haut niveau est réputé pour être extrêmement compétitif. Il veut s'entourer des meilleurs, il n'hésite pas à écarter au passage les collaborateurs qu'il estime inefficaces, il cherche même à mettre en concurrence les employés et les usines, pour passer ce qu'il appelle une période darwinienne. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Bon, vous l'aurez compris, Tavares n'est pas un ami des syndicats ouvriers. D'ailleurs, dans une enquête menée auprès des salariés du groupe, le bien-être au travail semblait avoir pris l'autoroute, 6,2 sur 10 dans le monde et 5 sur 10 en France. Carlos Tavares installe un climat de tension qui se ressent aux ressources humaines. Son groupe voit un taux de démission bien plus élevé que chez les autres concurrents. D'ailleurs, le constructeur automobile a récemment introduit des clauses de non-concurrence dans les contrats de ses cadres pour les empêcher de partir. Bref, vous l'aurez compris, son succès a un coût pour ses employés. J'en profite pour vous parler de Vancelian, donc notre partenaire qui réinvente l'épargne grâce à la blockchain. Concrètement, Vancelian, c'est une start-up française avec une mission claire, démocratiser l'accès à la finance décentralisée et permettre à chacun de profiter des avantages de la blockchain et de la crypto sans les complexités techniques qui vont avec. Il propose donc une carte de paiement pour gérer facilement vos euros et crypto et des produits d'épargne uniques avec en tête d'affiche le livret flexible.
Ce livret bouscule les codes traditionnels de l'épargne en offrant jusqu'à 6,32% de rendement annuel avec des intérêts versés quotidiennement sans limite de dépôt et la possibilité de retirer vos euros à tout moment sans frais. Mais comment fait Vancelian pour générer ces rendements? Premièrement, le cloud mining. Vancelian exploite un parc de machines de minage dont la puissance est louée via le cloud. Les revenus générés sont ensuite utilisés pour soutenir les performances des livrets. Deuxièmement, il s'appuie sur des actifs du monde réel. Ces actifs numériques sont adossés à des obligations d'entreprise, puis investis sur des plateformes décentralisées pour générer des rendements compétitifs. Troisièmement, il s'appuie sur un stablecoin en euros, le URC, régulé par l'AMF. Ce stablecoin d'ailleurs garantit une couche de liquidité essentielle permettant d'assurer le paiement des intérêts aux utilisateurs de manière fluide et surtout sécurisée. Au niveau de la régulation, Vancelian, la marque commerciale du groupe Automata, place la sécurité au cœur de ses priorités. Enregistrée auprès de l'AMF en tant que PSAN, prestataire de services en actifs numériques, la société a levé 27 millions d'euros en 2022 et compte déjà plus de 450 000 téléchargements. Leur partenaire modulaire protège votre argent en conservant 100% de vos fonds en euros dans des comptes séparés, sécurisés et inaccessibles aux créanciers, sous la supervision stricte de la Banque centrale néerlandaise. Bref, si vous cherchez à faire fructifier votre épargne avec des solutions modernes, simples et performantes tout en profitant de la puissance de la blockchain, Vancelian est la solution qu'il faut. Le lien pour ouvrir un compte est en description. En 2016, 2 ans après avoir lancé Back to Race et remis PSA sur les rails, Tavares lance une nouvelle feuille de route, Push to Pass. Littéralement, ce nom fait référence à un dispositif qu'ont les pilotes sur leur volant qui permet, dans certains cas, d'augmenter la puissance du véhicule temporairement pour effectuer un dépassement. Et concrètement, ce plan vise à accélérer la cadence. Expansion internationale, nouveaux modèles, avec notamment un virage vers l'électrique, ou encore de nouveaux sites de production. 1 an plus tard, Tavares enchaîne avec la masterclass Opel. Le géant américain General Motors cherchait à se séparer de sa marque Opel, déficitaire depuis 20 ans. Et pour le psychopathe de la performance, redresser des marques, c'est presque devenu un jeu d'enfant. Il saute donc sur l'occasion et met la main sur l'entreprise, donnant naissance au numéro 2 européen du secteur. Et le plus fou, c'est qu'en 1 an, il redresse la barre et Opel est à l'équilibre pour la première fois du siècle sur 1 semestre et l'acquisition est même remboursée avec 1 seule année de bénéfice d'Opel. On peut dire que c'est clairement une acquisition réussie. Alors depuis qu'il a mis les pieds chez PSA, Tavares a une ambition. Vous me voyez venir, c'est devenir grand, le plus grand possible. Il a toujours cherché à s'étendre à l'échelle internationale, mais il comprend que de manière organique, sans multiplier les acquisitions en externe, la tâche est plus complexe. Et en 2019, l'occasion de la décennie va s'offrir à lui. Un deal XXL, avec un autre géant. Le nom de l'opération en coulisses, Stella, un mot latin signifiant étoile ou corps céleste brillant. Alors depuis longtemps, PSA a une proximité avec un autre grand de l'industrie automobile, l'italo-américain Fiat Chrysler Automobile ou FCA. Et début mars, au Salon automobile de Genève, Carlos Tavares et Mike Manley, le patron de FCA, se rencontrent. Ils parlent d'une potentielle synergie et d'un potentiel rapprochement. Alors pendant des semaines, les dirigeants des 2 groupes, les plus grands cabinets d'avocats et banques d'affaires d'ailleurs, travaillent sur le dossier. Mais c'est au mois de mai que les choses basculent. John Elkann, le président de FCA, invite à dîner Robert Peugeot, le représentant de la famille, et lui annonce finalement qu'il fusionnerait avec Renault, géant français de l'automobile, le concurrent direct de Peugeot. Et là, pour le coup, Carlos Tavares met un genou à terre. Mais quelques jours plus tard, l'affaire voit un nouveau rebondissement. Parce qu'en fait, les membres du conseil d'administration de Renault, qui se sont réunis pour statuer sur l'offre de fusion faite par FCA, d'ailleurs, au bout d'une réunion nocturne de 6 heures, eh bien, les administrateurs décident de rejeter l'offre. Et Tavares l'apprend et pour lui, c'est une porte ouverte qu'il compte forcer sans attendre. Par miracle, il arrive à convaincre la famille Peugeot, et c'était pas une mince affaire quand même, de céder une part plus importante du gâteau à la famille Agnelli qui est derrière FCA. On parle de 14,5% contre environ 6% prévu initialement. Une source proche citée par les Échos déclara que la famille est avant tout attachée à la pérennité du groupe et elle s'est toujours déclarée prête à soutenir une offensive de PSA.
Le 31 octobre 2019, la fusion entre PSA et FCA est officiellement annoncée. C'est tout simplement la plus grande fusion du secteur de la décennie. Et le mariage mène le groupe à la 4e place des plus grands constructeurs mondiaux et vise alors plus de 5 milliards d'euros de synergie annuelle. Mais l'improbable se produit. On est début 2020, alors un petit virus dont vous avez dû entendre parler se propage dans le monde. Carlos Tavares décide de réunir tous les jours un comité de pilotage de crise baptisé Kill the Virus. Il voit le Covid comme une opportunité, celle de réduire les coûts, moins de voyages, moins d'espace de bureau, en clair un gain global d'efficacité. Et celui qui aurait anticipé la fermeture prolongée des usines réussit l'exploit d'afficher un bénéfice net de 600 millions d'euros sur le premier semestre 2021. C'est juste un cas unique dans l'industrie automobile. Et depuis, les succès s'enchaînent pour le groupe aux 242 000 employés. En fait, 5 ans après la fusion entre PSA et FCA, le rapprochement est considéré comme une réussite. Malgré un portefeuille diversifié de 14 marques, le groupe a jusque-là trouvé son équilibre, et notamment financier, puisqu'en 2023, tenez-vous bien, Stellantis enregistrait une marge opérationnelle exceptionnelle de 12,8%, un bénéfice net aussi XXL de 18,6 milliards d'euros. Alors, ça va de soi, la rémunération de son ex-dirigeant, elle aussi, est plutôt XXL. En 2023, Carlos Tavares a reçu la coquette somme de 36,5 millions d'euros, tout simplement un record historique pour un dirigeant du CAC 40. Mais comme la plupart des constructeurs automobiles, 2024 a été une année compliquée. Et pour Stellantis, elle s'est soldée par le départ de son emblématique dirigeant. Quand Carlos Tavares a rejoint le siège de Stellantis, il déclare « Ce sont des gentils, mais en face, il y a des guerriers ». Alors pour Tavares, c'est simple, l'époque actuelle est une ère darwinienne pour l'industrie automobile. Seuls les constructeurs capables de s'adapter rapidement aux transformations du marché, aux avancées technologiques et aux évolutions réglementaires pourront survivre. Alors il le rappelle constamment à ses équipes de direction, « Sky is the limit ». Pour ne pas faire partie des espèces en voie de disparition, en 2019, il déclarait aux Échos d'ailleurs « Les groupes qui font des profit warnings sont ceux qui font du surplace ». Alors pour rappel, un profit warning ou un avertissement sur les résultats, c'est une communication qu'émet une entreprise pour informer ses investisseurs que ses bénéfices seront peut-être inférieurs aux prévisions. Alors la déclaration a un peu vieilli puisqu'en septembre, c'est Stellantis qui lançait un profit warning puisque donc Tavares annonçait une révision à la baisse de son objectif de marge opérationnelle qui était estimé entre 5,5 et 7%. On est quand même bien loin des années précédentes où, je vous rappelle, la marge record avait été touchée à 12,8%. Donc Tavares était habitué au succès et 2024 lui a donné le goût amer de l'échec. La situation du géant de l'automobile s'est dégradée et surtout, il a perdu la confiance du conseil d'administration. Le conseil se mêlait du management au quotidien et remettait en question ses orientations, explique un proche cité par BFM. Carlos a compris que l'année qui lui restait deviendrait un cauchemar. Et quand John Elkann, alors président du conseil d'administration de Stellantis, le challenge sur sa vision, ça coince un petit peu. En fait, les deux visions s'opposent, mais Tavares n'aime pas partager le pouvoir. Pour résumer, les dissensions portent sur la vision de l'électrique pour le groupe. De son côté, le psychopathe de la performance voit plutôt long terme et veut accélérer vers la transition électrique. Il sait que son groupe est assis sur une grosse pile de cash et veut donc absorber un autre géant de l'automobile pour faire face donc à la concurrence chinoise. Et de l'autre côté, John Elkann est plus court-termiste. Il voit le cours de Stellantis chuter en bourse et veut redresser la barre. Bref, les deux visions s'opposent et selon approche, il a compris qu'il n'avait plus le pouvoir et a claqué la porte. Le dimanche 1er décembre 2024, le patron le mieux payé de l'industrie automobile annonce donc sa démission. Alors, Carlos Tavares aura marqué Stellantis et l'industrie automobile. Il a fait d'une entreprise à perte un groupe ultra performant et rentable. C'est un grand industriel, selon l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mais largement critiqué pour ses méthodes de management froides et autoritaires, il n'aura pas survécu à la période darwinienne qu'il pensait pouvoir affronter. Tavares n'a pas encore annoncé la suite de son côté. Mais d'ici là, il pourra retourner dans sa maison au Portugal, sur les hauteurs de la ville de Paços de Régua, au milieu de ses vignes, où il télétravaillait d'ailleurs régulièrement.
C'est la fin de cette vidéo, donc merci à tous de l'avoir suivi. J'en profite également pour remercier notre partenaire aujourd'hui, Vancelian, qui nous accompagne depuis pas mal de temps maintenant. Vous le savez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager pour ne pas manquer les prochaines histoires fascinantes du business que j'aurai le plaisir de vous raconter une prochaine fois.